Ok, bonjour. Donc, merci de m'avoir confié la tâche de vous dire comment je pique un enfant impeccable et comment je peux vous aider pour que vous appreniez à piquer un enfant impeccable, ce qui n'est pas facile, puisque c'est essayer de mettre des mots, des images, des concepts sur un geste qui repose sur beaucoup de feeling et beaucoup de peut-être d'entraînement, d'expérience. Et donc, j'espère que je vais vous apporter quelques réponses et quelques aides. Donc, je n'ai pas de conflit d'intérêt en lien avec cette présentation. Donc d'abord, quelle question on va se poser? C'est pourquoi l'enfant doit être piqué? Donc on va parler des indications un peu de perfuser un enfant qui soit piquable ou pas. Pourquoi est-ce que l'enfant est impiquable? Donc on va se demander comment est-ce qu'on peut évaluer l'enfant et son capital veineux. Comment piquer l'enfant? Donc les techniques de ponction. Et comment changer les choses au sein de notre structure, au sein de notre hôpital, au sein de notre service, c'est-à-dire comment mieux organiser, mieux former les personnes qui vont être amenées à piquer les enfants impiquables. Alors pourquoi d'abord je dois piquer cet enfant? Ça peut être pour une anesthésie programmée. Donc dans ce cas-là, déjà, le premier concept, c'est que le meilleur allié, ça va être l'induction inhalatoire, l'utilisation du sévoflurane, et que ce n'est pas la peine de s'évertuer à mettre une voie veineuse avant l'induction, puisque le sévo va vous aider. Le sévo, puisque c'est de l'induction inhalatoire, va vous aider. Pour une anesthésie en urgence, on peut quand même se poser la question, est-ce que la voie veineuse est indispensable avant l'induction? Ça peut être une urgence extrême, et dans ce cas-là, forcément, on aura eu besoin de piquer l'enfant, par exemple, pour le remplir avant. Mais ça peut être une urgence un peu différable, on peut attendre qu'il soit à jeun, et donc peut-être faire une induction inhalatoire, et puis le piquer avec notre meilleur allié, le sévoflurane. Pour un traitement intraveineux en urgence extrême, bien sûr, il va falloir essayer là de le perfuser. Il n'y a pas de question à se poser. Mais il y a un moment, il ne va pas falloir non plus s'acharner pendant des heures. Et là, on va avoir donc recours, en cas d'échec, assez rapidement au cathéter intraosseux. Et pour un traitement intraveineux qui est moins urgent ou qui est même programmé, différable, il va falloir d'abord savoir appeler à l'aide au bon moment. Quand on n'y arrive pas, et puis envisager des alternatives, c'est-à-dire des dispositifs d'aide à la pose de voie veineuse périphérique, et puis si on n'y arrive pas, peut-être des alternatives à la voie veineuse périphérique, voire des alternatives au traitement qui était envisagé. Donc savoir réévaluer l'indication, donc est-ce qu'il y a une autre voie d'administration qui est possible? Est-ce qu'on peut reporter le traitement? Est-ce qu'on peut interrompre le traitement s'il avait été commencé en intraveineux et qu'on n'y arrive plus? Il faut adapter la stratégie thérapeutique globale de notre patient à la situation. Et puis, si on n'a aucune alternative, je vous ai dit, soit un cathéter intraosseux en cas de situation d'urgence. Par contre, si ce n'est pas une situation d'urgence, on va pouvoir se poser la question d'un abord veineux différent, d'un abord veineux central, sachant que chez l'enfant, chez le petit enfant, pour mettre en place un abord veineux central, bien souvent, on va avoir besoin d'un abord veineux périphérique pour le sédater. Et donc, voilà. Et que ça dépend aussi de quel traitement. Est-ce qu'il y a vraiment un réel bénéfice à faire ce traitement intraveineux, même si c'était le traitement idéalement envisagé, par rapport au risque qu'on va prendre à mettre un cathéter central chez un enfant? Alors, pourquoi il est impiquable? Il y a plein de raisons possibles. Soit il n'a pas le bon âge. On va voir après ce que c'est pas le bon âge. Soit il est potelé. Cette photo, elle est bien connue, mais voilà, on en a des comme ça. Soit c'est un enfant qui a la peau noire, soit il a été multipiqué, soit il a une pathologie qui rend l'abord veineux difficile, une pathologie aiguë ou une pathologie chronique. Une pathologie aiguë, par exemple une brûlure étendue. Une pathologie chronique, ça peut être un syndrome, une maladie métabolique particulière qui fait qu'il y a une fragilité vasculaire ou des choses comme ça, ou une obésité associée. L'enfant est agité. Alors, ça peut aussi être une raison d'avoir un enfant qui est étiqueté impiquable, c'est qu'il est trop agité, qu'on n'arrive pas à le calmer. Donc, des fois, nous, on est souvent appelés par les pédiatres, il faut les extraire du milieu où ils sont pour essayer de changer les choses, de passer la main, de faire autre chose. Et les parents sont compliqués, donc ça aussi, dans le service, ça peut être une raison de juger qu'un enfant est difficile à piquer, parce qu'on ne sait plus gérer les parents, ça rajoute une pression à tout le monde et on n'y arrive plus. Et puis aussi, bien sûr, parce que je n'ai pas l'expérience des enfants, et donc l'enfant est difficile à piquer, parce que forcément, c'est les moins de 3 ans qui sont les plus difficiles à piquer, et les moins de 3 ans doivent être pris en charge par des personnes expérimentées en pédiatrie.
Un petit exemple, ça c'est un enfant qui a fait une varicelle profuse qui a mené au diagnostic de déficit immunitaire. Donc c'est pour ça qu'il a une telle varicelle. Et on nous demande l'abord veineux, d'abord pour pouvoir mettre les antiviraux, pour ensuite, quand on diagnostique le déficit immunitaire, pouvoir lui passer des immunoglobulines polyvalentes. Et puis ensuite, parce que pour traiter son déficit immunitaire, il va falloir faire une greffe de cellules souches. Et donc, on va partir sur différents types d'abords veineux. Il aura eu plusieurs voies veineuses périphériques, des midlines dans sa faine, et ensuite un Broviac dans le contexte de sa greffe. Donc ça, c'est des dossiers compliqués, et c'est des stratégies d'abord veineux qu'il faut discuter. Ici, c'est une enfant brûlée qui est hospitalisée actuellement. Là, on a la chance, hein, elle n'est pas brûlée au membre supérieur droit, elle n'est pas brûlée au membre inférieur droit, et la main droite est à peu près épargnée. Donc, on a quand même quelques sites de ponction, ce qui n'est pas toujours le cas chez les brûlés. Et par contre, c'est une surface importante, et donc elle va avoir besoin de traitements intraveineux pendant longtemps, et donc des cathéters centraux, des cathéters périphériques. Et là, la solution actuelle, c'est puisqu'elle avait eu un cathé fémoral, un cathé susclaviculaire, qu'elle a fait une candidémie, une bactériémie à Klebsiella, etc. C'était là, actuellement, elle a un PICC line qui est tunnélisé en fémoral. C'est un peu une nouvelle approche que Eric Deruhen est en train d'essayer de mettre en place. Et ça a l'air de plutôt bien se passer. Ça permet d'être à distance de la couche, à distance du risque infectieux chez les bébés. Alors, pourquoi l'enfant est impeccable? Alors, les vrais facteurs prédictifs d'abord veineux qui ont été déterminés par les études, c'est son âge jeune. Donc, soit c'est un nouveau-né, soit il a entre 7 et 11 mois. En fait, il est admis que c'est les moins de 3 ans, mais surtout autour de l'âge d'1 an et les nouveau-nés. Le surpoids et l'obésité, les comorbidités avec le risque ASA 3-4 et les patients qui ont la peau foncée. Il y a un score qui a été établi, c'est le score DIVA, Difficult Intravenous Access Score, qui prend en compte le fait que les veines soient visibles avec un garrot, le fait que les veines soient palpables ou non avec le garrot, la catégorie d'âge, donc en dessous de 3 ans, on marque des points, au-dessus de 3 ans, on n'en marque pas, et l'antécédent de prématurité. Souvent, les prématurés, ils ont déjà été énormément piqués dès les premiers jours, les premières semaines de vie, et donc ça rend l'abord veineux difficile pendant plusieurs années. Et on considère que si le score est supérieur à 4, supérieur ou égal à 4, on est à peu près 50% d'échecs à la première ponction. Donc ça mène à des situations compliquées où on ne voit rien, où on dit elle roule, où on est particulièrement agacé, où ça poque dès que je monte, où on passe au travers à chaque fois, on n'en peut plus, on a juste envie de se mettre en boule dans un coin et puis de partir loin. En plus, c'est difficile pour nous parce qu'on a l'impression un peu de quand même torturer un patient. Donc là, c'est un patient de 7 semaines qui avait été piqué sur les 4 membres. Et donc, on en arrive à des situations où on a des dizaines de points de ponction, des hématomes, parfois des extravasations, et où au fil des jours, à chaque fois, on les voit revenir pour essayer de leur mettre des voies veineuses périphériques. Et donc, il faut savoir quoi faire. On considère que l'incidence des échecs à la première tentative dans cette étude, cette méta-analyse avant l'âge de 18 ans, c'est 31% d'échecs. Que l'abord veineux est difficile chez l'enfant dans 8 à 50% des cas, c'est pas très précis. En tout cas, au bloc opératoire, dans cette étude publiée en 2019, chez les moins de 18 ans, on est à 5% d'échecs, et entre 7 et 11 mois, on est à 39% d'échecs. Donc, il faut essayer de faire quelque chose. Et donc, on va essayer de trouver des techniques et de passer nos différents niveaux. Et donc, on va commencer par le niveau flocon. Et c'est-à-dire qu'il faut apprendre la base. Donc la base, c'est quoi? Les règles de base, elles sont importantes et il faut toujours y revenir. Donc c'est de mettre le garrot à la racine du membre, d'éviter tout ce qui peut vasoconstricter, donc d'éviter le froid, de bien réchauffer votre patient, d'essayer de le relaxer, donc qu'il ne soit pas trop tendu pendant la ponction. C'est forcément pas simple chez l'enfant. Après, il y a le problème de l'EMLA, donc l'EMLA qui est d'une grande aide et qui doit continuer à être utilisé, mais qui doit être bien utilisé parce qu'il entraîne effectivement une vasoconstriction et on voit moins bien quand l'enfant a eu de l'EMLA si on pique juste après avoir enlevé l'EMLA. En fait, ce qu'il faut, c'est enlever l'EMLA bien avant, idéalement 10 minutes, 20 minutes. L'effet analgésique de l'EMLA va perdurer plus longtemps que la vasoconstriction et donc on pourra le piquer confortablement. Pas hésiter à mettre bien le membre en position déclive. C'est pas la peine de piquer avec le bras comme ça, vous n'y arriverez pas.
et bien stimuler les veines. C'est con, c'est comme ça, vous le savez, au quotidien, on le fait, on tapote sur la veine, et puis des fois, on voit rien, et puis on prend bien le temps, on y va pendant 30 secondes, et là, on voit apparaître des veines. Il faut toujours avoir le matériel adapté, comme on en a parlé tout à l'heure pour les drains thoraciques. Des cathéters de toute taille en pédiatrie, il faut toutes les tailles, il faut énormément de matériel. Avec ou sans ailette, des cathéters courts, mais pas trop. Des cathéters trop courts, on a tendance ils peuvent bouger facilement quand il y a beaucoup de tissu sous-cutané, et puis ça peut virer à l'extravasation, qui peut parfois avoir des conséquences graves. Et on insiste toujours beaucoup quand les internes viennent en stage, les élèves IAD, etc., sur les modalités de fixation des voies veineuses chez l'enfant. On est très tatasse là-dessus, on met nos petits stéristrips. Pourquoi? Parce que si c'est une voie veineuse qui est difficile à mettre, il ne faut pas qu'elle bouge, et si elle bouge, on peut encore une fois avoir les conséquences en termes d'extravasation qui vont être compliquées. Les premiers sites de première intention, toujours niveau flocon, on est sur la première intention. Donc c'est le dos de la main, souvent c'est là qu'on regarde en premier. Le dos du pied également, surtout la veine, celle qu'on voit le mieux souvent, c'est celle ici, sur le bord externe du pied, qui apparaît bien à la mise en place du garrot. Ensuite, bien sûr, vous avez les plis des coudes, mais les plis des coudes, alors deux problèmes, c'est que souvent on ne les voit pas très bien chez l'enfant, voire on ne les sent pas très bien non plus. Et l'autre problème, c'est qu'ils sont au pli des coudes et que du coup l'enfant bouge, et que quand l'enfant bouge, la voix ne passe plus. Donc ça nécessite parfois des immobilisations, elles font des attelles, les infirmières, les puéricultrices, pour essayer d'immobiliser l'enfant dans cette position-là, ce qui n'est pas très confortable, mais parfois ça peut être bien utile. Et la face antérieure du poignet, là, souvent on voit des veines qui sont souvent de très petits calibres, qu'on arrive quand même à cathétériser régulièrement, mais par contre qui n'ont pas une durée de vie très longue. Donc pas forcément la toute première intention à ce niveau-là, mais ça peut servir le temps de trouver autre chose. Ensuite, donc, si vous avez raté avec les techniques de base, il va falloir passer au niveau supérieur, au niveau progression. Comment vous allez faire pour avoir votre première étoile? Eh bien, vous allez essayer d'abord de bien tendre la peau. Pourquoi? Parce que la peau de l'enfant est très résistante et élastique, et que si on la tend, on va avoir moins de mal à passer au travers. Donc quand on ponctionne à la main, je vous conseille de bien fléchir le poignet, bien fléchir les doigts comme vous le voyez sur l'écran, mais pas trop non plus, parce que si vous tendez trop la peau, vous risquez d'écraser les veines et de ne plus les trouver. Au pied, c'est pareil, vous mettez la cheville comme ça en extension, vous essayez de trouver un bon intermédiaire pour ne pas écraser les veines et pour bien aplatir la peau. À l'avant-bras, je n'ai pas de photo, mais parfois on fait un étirement plutôt latéral comme ça, où ça va vous permettre aussi de bien tendre la peau, parce que l'avant-bras chez l'enfant, c'est une zone où il peut y avoir un tissu sous-cutané assez épais, dans lequel on va se perdre assez facilement. Et puis, il faut ponctionner franchement. Alors, souvent, quand on apprend, on ponctionne lentement, mais quand on ponctionne lentement, on va avoir aussi du mal à passer cette paroi vasculaire qui, comme la peau, est résistante et élastique. Donc, il faut trouver un intermédiaire entre j'y vais doucement, mais j'y vais franchement. Il faut avancer aussi légèrement. Quand vous commencez à avoir le retour veineux dans l'aiguille, il faut continuer à avancer un tout petit peu. Alors, j'ai trouvé ce dessin-là, donc ça explique un petit peu qu'en fait, quand vous avez un cathéter monté sur une aiguille, le bout de l'aiguille, vous avez votre biseau, et le cathéter, il commence que là. Et donc, forcément, vous allez avoir votre retour veineux dès que ça va être dans la veine, et il va falloir avancer encore pour que cette partie-là rentre également dans la veine. Donc, j'ai découvert une nouvelle fonction au PowerPoint, donc je me suis amusé. Donc, vous avancez donc avec votre cathéter, votre aiguille dans la veine, vous commencez à avoir le retour veineux, et si vous voulez monter votre cathéter à ce moment-là, vous allez avoir un conflit qui va faire que votre veine va exploser. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que vous ponctionnez, vous avez le retour veineux, et vous continuez encore un petit peu, et là, vous allez pouvoir éventuellement vous réorienter un peu et cathétériser la veine sans la traumatiser. Donc, une petite vidéo. Donc, vous tendez bien la peau, vous ponctionnez franchement, et dès que vous avez le retour veineux sanguin, là, vous avancez encore un tout petit peu. Voilà, c'est vraiment un petit peu.
et ensuite vous cathétérisez. Je ne sais pas de combien il faut avancer, ça dépend de la veine, personne ne sait, il n'y a pas d'études là-dessus, c'est du feeling en fonction de l'enfant. Quand même, il y a un petit problème sur cette vidéo, c'est que la personne qui ponctionne n'a pas de gants et que normalement je ne peux pas montrer dans un, dans un congrès une ponction veineuse sans gants, mais que en pratique c'est pourtant ce qu'on fait, et surtout peut-être encore plus en pédiatrie, puisque on a besoin de sentir les choses parfaitement. Et puis, ce qui se fait parfois, c'est de monter aussi avec un obturateur en place dans le cathéter. Donc, pourquoi? Parce qu'on est en pédiatrie, donc la veine est toute petite. Donc là, vous n'avez pas beaucoup de marge de manœuvre avant d'aller transfixier la veine. Et le fait de mettre en fait l'obturateur, ça va être moins traumatique pour avancer un petit peu et pour aller ensuite cathétériser la veine. Et à ce moment-là, on fait souvent, c'est un peu comme si on vissait en fait le cathéter avec l'obturateur à l'intérieur de la veine. Et après, il y a la situation où on a déjà transfixié la veine. On le sent, on est passé au travers parce qu'elle était toute fine et on n'y arrive pas. Et là, il y a deux possibilités. C'est de reculer doucement, alors en enlevant l'aiguille, mais reculer tout doucement votre cathéter jusqu'à ce que vous obteniez un retour sanguin. Et à ce moment-là, d'aller le repousser dans la veine. Alors parfois, ça marche, on recule et on repousse dès qu'on a un retour, et ça monte. Ça peut se faire également, on recule, et quand on a un bon retour, on monte un obturateur, et à ce moment-là, on va monter le cathéter dans la veine. Voilà. C'est du quotidien, c'est des choses que vous avez déjà vu faire, mais qu'on apprend comme ça, donc on essaye de mettre des images là-dessus pour intégrer les concepts. Toujours dans la première étoile, les sites de recours, c'est la SAPHène qui passe devant la malléole interne. Éventuellement, les épis crâniennes. Alors, chez l'enfant, on aime bien la tête. Hein, c'est quand l'enfant, on lui a attaqué les 4 membres, comme je vous ai montré tout à l'heure, et souvent, il y a des voies veineuses visibles sur la tête. Et on va s'en servir. Donc, on a des veines, classiquement, ici, une veine temporale. C'est ça, frontale, pardon, la veine frontale ici, qui se transforme ensuite en une veine temporale à ce niveau-là, et c'est le plus souvent la veine temporale qu'on va piquer. Alors ici, sur les photos, c'est pas évident, des fois c'est mieux en vrai. En gros, il y a une veine temporale qui doit partir par là, et ici on aperçoit, mais là je ne sais pas si vous voyez bien, il y a un aspect un peu bleuté, c'est la veine temporale. Voilà, en tout cas, ça donne ce genre de ponction. Et là, le défi, ça va être surtout de fixer la voie veineuse pour qu'elle tienne. On est dans les cheveux. Bon, lui, il n'a pas beaucoup de cheveux, mais il va falloir trouver des techniques. Et souvent, on met des petits jerseys, des petits filets pour que ça tienne le plus longtemps possible. Quand on met une voie veineuse sur la tête, il y a 2 ou 3 choses à savoir. La première, c'est que parfois, quand vous allez piquer avec l'aiguille, vous n'allez pas avoir de retour sanguin dans l'aiguille. Et donc, il ne faut pas hésiter, si vous pensez que vous êtes dedans, mais qu'il n'y a pas de sang dans l'aiguille, à enlever votre aiguille. Et à ce moment-là, vous allez avoir le plus souvent un retour dans le cathéter. Et vous allez monter. Et en fait, vous étiez bien dedans. Parce que la pression veineuse est très faible dans ces veines-là. Ensuite, il faut bien tester la voie veineuse. Parce que, avec du sérum physiologique, parce que ça peut être une artère. Sur la tête, ça peut être une artère. Et si c'est une artère, ça va blanchir dans le territoire vascularisé par cette artère. Vous avez la jugue externe qui sert bien, surtout dans les situations d'urgence où on ne trouve rien du tout. Le problème de la voie jugulaire externe, c'est bien sûr qu'elle est positionnelle. Et par contre, l'élément indispensable à intégrer, c'est l'installation quand vous mettez une jugulaire externe. Donc vous voyez avec un énorme billot sous les épaules pour mettre le cou vraiment en rotation et en hyperextension. Et puis la base du pouce. Alors, du pouce, là, c'est un gros orteil, c'est pas un pouce, du pouce ou du gros orteil. En fait, il y a une très belle veine qui passe souvent à la base, à la partie latérale de la base du gros orteil, et éventuellement du pouce, et qui nous sert dans les situations difficiles. Je vous ai mis une petite vidéo parce que c'est ma préférée, et donc j'étais obligé de la mettre. Et en fait, cette veine-là, elle a souvent un très bon calibre et on a un très bon retour veineux et un très bon débit. Et donc, je pense que vous pouvez l'utiliser aussi parfois chez l'adulte quand vous ne trouvez rien, chez un adulte sous anesthésie, dans des situations d'urgence. Alors,
ça peut, nous, chez des bébés, on arrive à monter des bleus comme ça parfois, donc ça peut être utile. Et puis, il y a le dos de la main. Parfois, on dit entre le 4e et le 5e rayon, on trouve une veine. Alors, on peut l'apercevoir dans la vraie vie, sur ce cliché-là, on apercevait une zone un peu bleutée ici. En tout cas, c'est parfois, même si on ne la voit pas et qu'on ne la sent pas, dans des situations un peu désespérées, on la tente et puis en fait, ça marche régulièrement. Voilà, ensuite, il va falloir avancer. Donc, quand vous êtes perdu, que vous n'avez pas réussi, que vous avez déjà explosé plusieurs veines, il faut appeler à l'aide. Appeler des collègues, appeler une personne plus expérimentée que vous en pédiatrie, si elle est disponible, que ce soit du paramédical ou du médical, les puéricultrices, les infirmières qui travaillent en pédiatrie, les infirmières anesthésistes de pédiatrie, les anesthésistes pédiatriques, il y a du monde dans l'hôpital. Juste un petit clin d'œil, ces recommandations sont sorties la semaine dernière sur l'organisation de l'anesthésie pédiatrique au niveau structurel, matériel, fonctionnel. Et donc, en fait, on n'endort pas un enfant dans un environnement qui ne lui est pas adapté avec des personnes qui n'ont pas l'expérience. Donc, elles définissent ces recommandations des modalités de formation, le fait de devoir endormir régulièrement des enfants, qu'il fallait faire au moins une demi-journée par semaine pour les moins de 3 ans, par exemple. Elles rappellent, mais là j'avance vite, et elles définissent le nombre de personnel nécessaire en fonction de la catégorie d'âge. Et puis, pour la deuxième étoile, il y a l'aide donc humaine, vos collègues, et l'aide matérielle. Donc là, on va rentrer dans les techniques d'aide au repérage veineux. Et bien, il y a trois types de techniques. Les techniques de transillumination, les techniques qui ont recours à l'infrarouge et l'échographie. L'échographie, ce sera pour la troisième étoile. La transillumination, il existe énormément de matériel disponible. Là, le principe, c'est pas de l'infrarouge, c'est de la lumière qui va arriver soit latéralement, comme on voit dans ce dispositif ici, c'est de la transillumination latérale et qui va du coup révéler la veine, ou ici ces dispositifs-là qui sont faits pour les nouveau-nés, qui ont forcément des mains très peu épaisses, et donc on peut mettre le dispositif dans la paume de la main et puis voir les veines apparaître sur le dos de la main. Ça peut bien aider. Et puis vous avez toutes les techniques d'infrarouge, de proche infrarouge, comme celles qui sont décrites là, le vasculilluminator, l'AcuVeine, le Vein Viewer, il y en a plein. Et il y a quelques données quand même dans la littérature. Il y a cette étude de 2016. C'est une méta-analyse en fait de 2016 sur 11 études qui analysent le taux d'échec à la première tentative. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que finalement, il n'y a pas vraiment d'intérêt démontré de ces techniques-là pour diminuer le taux d'échec à la première ponction chez les enfants. Sauf quand éventuellement ils font une analyse en sous-groupe où ils prennent les groupes dans lesquels, déjà dans le groupe standard, il y avait un taux d'échec au-delà de 40%. Et dans ces situations-là, ça pourrait quand même sembler intéressant. Après, dans notre pratique du quotidien, finalement, on ne l'utilise pas énormément parce qu'on n'arrive pas à percevoir forcément bien la profondeur. On arrive bien à repérer les vaisseaux, mais on n'arrive pas bien à les ponctionner. Et donc, on en arrive à l'échographie pour passer au niveau tout-terrain. Bien sûr, là, on a des données. Donc, il y a plusieurs études. Je vais passer celle-là. Donc, on est en 2012 dans Pédiatrique Anesthésia. Donc, cette étude, elle concerne une population à risque puisqu'elle concerne les enfants de moins de 3 ans et elle concerne des enfants sous anesthésie générale. Alors, c'est des tout petits effectifs, 40 enfants, mais c'est quand même une étude prospective randomisée dans un contexte d'abord veineux difficile. Et soit ils piquent sous échographie, soit ils piquent standard. Et le résultat, c'est qu'on a 85% de succès quand on pique sous écho et 35% quand on pique standard, avec une durée de ponction qui est bien inférieure et un nombre d'essais bien inférieur. Cette technique-là, elle décrit un petit peu plus la technique. Donc cette technique, c'est ce qu'on appelle Dynamic Needle Tip Navigation. Donc le but, c'est d'aller bouger la sonde d'échographie en même temps que l'extrémité de l'aiguille. Donc elle va être décrite un peu plus sur la prochaine diapo. Mais en tout cas, là, c'est une ponction des veines saphènes qui se prête bien à ce type de repérage échographique, d'écho-guidage, sur des enfants à risque, 3 kg à 3 ans, sous anesthésie générale. Et on voit qu'on a 90% de succès au premier essai avec l'échographie contre 50% sans échographie. Et qu'on met, dans 92% des cas, moins de 10 minutes à trouver une voie veineuse, avec en général un seul essai.
Donc cette technique, elle est décrite aussi dans cette étude-là. Cette étude-là, elle compare deux techniques échographiques. La technique statique, où on repère juste dans le hors-plan, donc en short axe, la veine, ou la technique dynamique, donc dynamic needle tip positioning. Donc c'est 60 enfants, c'est une étude prospective, ils ont moins de 2 ans, et là ils font ça sur la veine de l'avant-bras. Et il montre qu'il y a une différence significative entre la technique dynamique et la technique statique, avec 87% de succès au premier essai avec la technique dynamique. Donc, si on veut décrire la technique, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on commence par repérer l'extrémité de l'aiguille au-dessus de la veine qu'on souhaite ponctionner. Ensuite, on va avancer la sonde d'échographie sans forcément avancer l'aiguille. Puis ensuite, avancer l'aiguille pour retrouver notre aiguille juste sur la paroi superficielle de la veine. Et ensuite, on avance à nouveau en même temps l'aiguille et l'échographe pour aller retrouver notre aiguille dans la veine. Là, normalement, on obtient un retour veineux. Et on va continuer à avancer, comme je vous expliquais tout à l'heure, quand on commence à avoir le retour veineux, pour se retrouver vraiment au centre de la veine. J'ai encore 5 minutes? Ça marche. Ça, c'est juste pour que vous ayez la référence, ça reprend tout ce que je viens de vous dire avec des schémas très intéressants qui expliquent pourquoi est-ce que des fois on a l'impression que c'est dans la veine alors que ça n'y est pas, sur des artefacts ou sur des veines qui sont trop fines. Et après, c'est le niveau expert. Le niveau expert, c'est quand on commence à avoir de l'expérience en anesthésie pédiatrique. Alors là, c'est plutôt l'intraos pour les situations d'urgence. Donc l'intraos, c'est rapide chez les opérateurs entraînés. Il est bien noté d'ailleurs dans les nouvelles recommandations que toute structure dans laquelle on fait de l'anesthésie pédiatrique doit disposer d'un kit intraosseux. C'est très intéressant dans les situations d'urgence vitale immédiate, donc en préhospitalier et bien sûr dans les déchocages aux urgences pédiatriques et dans les déchocages tout venant comme le nôtre. Ce qu'il faut savoir, c'est que chez l'enfant, le site préférentiel, ça va être le tibia proximal. On peut également piquer dans le tibia distal, le fémur distal éventuellement. Et par contre, la tête humérale, c'est chez les plus grands à partir de 6 ans. C'est décrit ici. Le tibia proximal, donc vous allez un petit peu en dessous de la tubérosité tibiale antérieure, en dessous et en dedans. Et c'est la technique de première intention. J'avance. Juste pour vous dire qu'il y a plein d'autres abords veineux, vous le savez, les midlines, les cathéters centraux standards, les PICC-lines, les Broviac, qui sont des cathéters tunnelisés longue durée, les chambres implantables, et que du coup, pour faire face à toutes les situations, en fait, il faut maîtriser toutes ces techniques, non seulement la pose, mais aussi les tenants et les aboutissants. Il faut essayer d'avoir dans sa tête des arbres décisionnels en fonction du médicament qu'on va devoir injecter, de la durée pendant laquelle on va devoir l'injecter, du capital veineux de l'enfant. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ça parce que sinon on peut encore y passer une demi-heure. Mais voilà, vous pouvez prendre une petite photo de mon arbre décisionnel si vous voulez. Ensuite, il faut donc maîtriser toutes les techniques, bien choisir la méthode, j'en ai pas parlé, mais d'analgésie pendant la pause. L'analgésie, la sédation, éventuellement l'anesthésie. Alors, on n'endort quand même pas des enfants pour poser des voies périphes, quoique je l'ai déjà vu, mais normalement, c'est quand même pas la règle. Il faut bien réfléchir à long terme, préserver le capital veineux des enfants et savoir gérer tous les échecs. Qu'est-ce qu'on fait quand ça ne marche pas, quand on n'y arrive pas, les complications. Et puis, protocoliser. Il faut former les gens, il faut former à la fois le personnel paramédical, le personnel médical, il faut probablement les former à la ponction avec échographie maintenant, dès la formation initiale. La simulation peut aider. Après, je ne sais pas dans quelle mesure elle peut aider à former à la ponction difficile, mais déjà en formant à la ponction facile sur des modèles standards, ça permettra peut-être d'acquérir une expérience plus rapidement parce qu'il n'y a que l'expérience en fait qui peut permettre de piquer des enfants extrêmement difficiles à piquer. Et puis juste pour finir, j'ai tapé Vascular Access Team Children sur Google et je suis tombé sur l'Arkansas Children's Hospital qui fait de la pub sur son équipe d'accès vasculaire. Donc ça, c'est juste pour dire qu'il faut s'organiser au sein de nos structures
Il faut discuter avec les gens, discuter entre services, nous discuter avec les pédiatres pour se mettre, pour créer des structures, créer des équipes qui vont aller potentiellement au lit des patients pour améliorer la prise en charge de leur abord veineux. Merci de votre attention.